Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Pour m'accompagner ce soir, Marie-Ange Philippi, Inès Moratti, Marcel Petrichol, Xavier Affre, Marie-Jo Harrig-Landine et Didier de Jordan. Des esprits critiques plus affûtés et plus nombreux que jamais, c'est normal, c'est un Culture Club spécial bande, c'est le thème de ce soir. Avec, au sommaire, une BD, Le Gant de l'Infini de Pérez et Starlin aux éditions Panini, du cinéma avec Black Landsman de Spike Lee, des livres avec la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes et une série, Community de Dan Harmon, en bonus track. Alors, il y a eu la bande à Bono, la bande à Basile, la compagnie créole ou encore les Avengers. Mais tout ça, ce n'est rien face à nos esprits critiques, tellement impatients de partager avec vous leur sélection du soir que de partir en vacances. Oui, vous l'avez compris, c'est bien la dernière de la saison. Alors, on commence tout de suite avec vous, Marcel, et une BD. Où êtes-vous ? Je suis perdue avec tout ce monde. Vous êtes là. Le Gant de l'Infini, je reste Oui. dans l'actualité. Le film vient de sortir. Alors, c'est une saga qui est sortie au début des années 90 et qui a marqué, c'est une saga majeure, qui a marqué de son empreinte tout l'univers des comics Marvel. Ça a vraiment tapé très très fort. Alors de quoi ça parle ? On parle de Thanos, d'un titan aux tendances un petit peu nihilistes, qui va récupérer les 6 gemmes qui régissent l'univers. Alors pour rappel, il y a la gemme de l'âme, de l'esprit, du pouvoir, du temps, de la réalité et de l'espace. Ça fait de lui l'égal d'un dieu, alors mais pas un dieu sauce Marvel, genre Thor ou Odin. Non, non, un dieu dans l'acceptation pleine et entière du terme. Hein. Il est omnipotent, tout simplement. En fait, pourquoi il récupère ses joyaux ? Parce que Thanos est amoureux de la mort, ou de la représentation de la mort. Il fait tout ça pour elle. Alors les premiers jours de son règne ne se passent pas très bien. La mort repousse ses avances. Alors qu'est-ce qu'il fait ? D'un claquement de doigts, il détruit tout simplement la moitié des êtres vivants de l'univers. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les héros restants, parce qu'il y en a une ribambelle qui meurt, tous les héros restants, tous les êtres de toutes origines, toutes les puissances célestes, y compris l'immense Galactus, le dévoreur de planètes, vont tous s'allier pour combattre Thanos dans un combat qui est naturellement désespéré. Comment battre un dieu ? Ben, peut-être il y a un plan un petit peu indéchiffrable qui a un être qu'on appelle Adam Warlock. Lui, il sait peut-être comment battre Thanos. C'est lui qui, dans l'ombre, dirige les combats, fait les alliances, décide quel héros va aller au casse-pipe, hein, puisqu'ils vont pratiquement tous y passer, à combattre Thanos. Alors, il ne faut pas réduire cette BD à une immense bataille. Non, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de dialogues. Ils sont très éloquents, très philosophiques dans cette BD. Franchement, la mort est bien sûr le personnage central du roman. Pas la mort des super-héros, mais aussi, elle est présente. Elle apparaît à chaque fois, elle parle à Thanos. Elle n'est même pas toujours d'accord avec ce qui se passe. Donc, c'est quand même une BD assez philosophique. Jim Starlin est un immense scénariste et il est aidé par 2 dessinateurs fabuleux. Il y a énormément de héros, il y a beaucoup de cases avec beaucoup d'héros et tout reste très lisible. Il choisit des angles, justement, où on ressent l'impact des coups. On ressent même le désespoir qui monte petit à petit parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à battre Thanos. C'est une réflexion aussi sur l'amour, sur le pouvoir, sur la gloire. Et on s'aperçoit en lisant cette BD que c'est pas par la force que ça va être résolu. Mais c'est par la sagesse qu'ils vont réussir à battre Thanos. Thanos, il est croqué d'une manière absolument majestueuse, massif. Ça en fait un personnage digne des plus grandes tragédies grecques. On arrive même à être en empathie avec ce monstre, entre guillemets. C'est aux éditions ? C'est aux éditions Panini. Et il y a des éléments du Gant de l'Infini qu'on retrouve dans le jeu vidéo Fortnite qui cartonne en ce moment, le jeu de survie et de construction. Merci Marcel. Xavier, vous, on vous dit esprit de bande, esprit d'équipe, et vous nous répondez Ku Klux Klan. Alors, Bien bravo. sûr. Vu par Merci pour Spike cette Lee, transition. quand même.
Bah, c'est surtout prétexte à parler d'un film que je viens de voir. Donc non. Oui, qui a pas mal. Hein, le film s'appelle Black Klansman avec cette espèce de jeu de mots dans le titre. Et c'était très attendu parce que c'était le retour de Spike Lee à Cannes, plus de 20 ans après sa dernière apparition. Et il était très très énervé, Spike Lee, parce qu'il n'avait rien eu la fois d'avant. C'était Sexe, mensonge et vidéo qui avait remporté la Palme d'Or à l'époque, un film finalement assez modeste, voire même médiocre maintenant. Mais enfin bon. Et j'ai choisi ce film parce que, et une question de bande évidemment, c'est un ensemble de policiers. Vous voyez que des gens policiers, Ku Klux Klan, enfin bon, sans faire de rapprochement. Le film a quand même eu le Grand Prix au Festival de Cannes, je précise. Non, en fait, c'est une bande de policiers qui va infiltrer, on est dans les années 70, le Ku Klux Klan local. On est à Colorado Springs, dans une ville évoluée, entre guillemets, ou peu évoluée, on dirait, plutôt. Que les fans de Dr. Queen, femme médecin, connaissent très bien. Voilà. Il n'y a plus que vous, d'ailleurs, maintenant. Je suis pas certaine. Mais l'idée, c'est d'infiltrer le groupe et de le démanteler. Le problème, c'est que c'est tiré d'un livre, c'est vrai, c'est une vraie histoire, c'est Ron Stallworth. Le problème, c'est qu'il est noir. Et alors, infiltrer le Ku Klux Klan quand on est noir, évidemment, ça peut poser quelques problèmes. Ça paraît peu probable. Sauf qu'il se fait aider. Ça donne d'ailleurs lieu à des scènes assez marrantes quand il appelle la section locale du KKK, comme dans le film, pour les appeler pour dire voilà, je suis extrémiste, et ses collègues qui sont en face de lui dans le bureau comprennent pas parce qu'il est noir, effectivement, à la coupe vraiment afro-américaine. Donc voilà. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que cette espèce de coalition, c'est-à-dire qu'il va travailler avec son collègue qui s'appelle Flip Zimmerman, qui est juif. Et ça, j'aime bien, parce que du coup, un noir, un juif, contre les bouseux du Ku Klux Klan. C'est le début d'une mauvaise blague. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est à la fois, c'est un peu potage, parce que Spike Lee s'amuse, donc il fait un film, c'est pour ça, qui est drôle, qui est cool, qui est fun, on a entendu ces adjectifs à Cannes, qui est un hommage à la Blaxploitation aussi, des années 70. Mais c'est un film dont on sent qu'il y a plein de colère. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un personnage dedans qui ne loupe pas, c'est David Duke, qui est un des responsables du Ku Klux Klan que Donald Trump écoute. Entre autres, vous savez, cette espèce d'ange blond là, à la présidence de la première puissance mondiale. Et ce David Duke apparaît dans le film. Il est horrible comme personnage, bien entendu. Mais Spike Lee en profite pour faire évidemment un parallèle avec l'Amérique actuelle. C'est ça qui va être intéressant. Il rattache les événements de Charlottesville qui sont passés il n'y a pas très très longtemps. Le film est dédié d'ailleurs à la victime, une femme qui était morte lorsque cette voiture avait foncé dans la foule. Et où Donald Trump avait dit que non, la violence était la même, des deux côtés. C'est-à-dire entre des gens qui manifestaient pacifiquement et des gens qui prennent des voitures et qui foncent sur des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Donc, c'est sans être révolutionnaire sur la mise en scène. C'est pas le film le mieux mis en scène entre guillemets. C'est même un peu brouillon parce que il veut tellement mettre de choses. C'est une charge contre Trump, c'est une charge contre le racisme, c'est une charge contre l'Amérique blanche. Il y a beaucoup de choses, donc ça fait un peu brouillon. Mais finalement, ça emporte le morceau parce qu'il y a ce côté coup de gueule et colère de Spike Lee qui emporte tout sur son passage. À noter les performances des acteurs quand même, notamment le fils de Denzel Washington dans le rôle titre et l'acteur que vous aimez bien. Adam Driver. Adam Driver qui est décidément bien mieux avec dans ces films-là qu'en Kylo Ren, même s'il s'épaissit un peu en Kylo Ren. Mais là, en tout cas, il montre qu'il sait jouer autre chose. Parce que vous savez, les fans vont le cataloguer dans ce rôle, Kylo Ren. Oui. Mais il fait autre chose. Voilà. C'est surtout autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que le film est classique, mais il y a des atouts. Et ce côté rattaché à l'actualité, ce côté peut-être plein de colère et l'idée aussi de citer le cinéma. Je termine là-dessus, parce qu'il charge aussi le cinéma. Ça m'intéresse, notamment Naissance d'une nation, de Griffith, qui est le film ouvertement raciste, un film muet, et qui a eu un impact considérable dans les mentalités aux États-Unis, puisque les gens s'appuient dessus, et on voit les espèces de débiles du Ku Klux Klan dans le film, parce qu'il les filme comme des débiles. Ils rigolent pour rien, enfin bon. Ils se vengent un peu. Mais il se venge sur eux, mais il montre qu'il regarde en boucle ce genre de film. Ça, c'est intéressant aussi. On cite au temps n'importe le vent aussi, avec un discours certes raciste. Oui, il faut l'entendre, ma chère Caroline. C'est pas un film raciste, c'est un film d'époque. Ça n'a rien à voir. Non. C'est pas du tout raciste. Le traitement d'Au temps n'importe le vent a été fait de manière raciste, c'est-à-dire qu'on a empêché l'actrice de faire la promotion et les Oscars. Mais on ne peut pas dire qu'Au temps n'importe le vent est un film raciste. Parce que film de l'époque. Si, bien sûr. Oui. Non, on conception peut pas juger raciste des classes. C'est pas. Si. Moi, je suis d'accord. On en reparlera hors antenne. Allez. Heureusement pour toi. Hors antenne. Marie-Ange, Philippe, dans la joie et la bonne humeur.
La trilogie Vernon-Subutex. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit dans la joie et la bonne humeur, hein, avec Virginie Despentes. On est plutôt dans le copain d'avant, version trash. Oui. Alors, on aurait pu aborder cette trilogie de différentes façons, de centaines de façons, tellement le récit est dense et chargé. C'est ce qui fait l'intérêt de cette trilogie. Aujourd'hui, on parle de bande et de communauté. Cette bande-là est particulière parce qu'elle était hautement sociale et hautement littéraire. Et on a souvent dit, à juste titre, que Virginie Despentes avait scanné la société française. Et c'est vrai qu'elle esquisse un formidable tableau. Au centre de ce tableau, Vernon ou Vernon, comme on veut, Subutex, ancien disquaire, mal adapté à la société numérique, qui va se retrouver à la rue du jour au lendemain. En fait, on va suivre ses pérégrinations, sa vie de débrouille. On va le suivre à travers ceux qu'il va revoir, les gens qu'il va rencontrer. Et au milieu de cette quête, en fait, il y a un vol de cassettes et la mort d'une ex-star de rock. Alors, les critiques ont souvent dit que Despentes avait clairement fait une sorte de comédie humaine à la Balzac, contemporaine bien sûr. Je trouve que c'est mérité. Et c'est vrai qu'elle propose en fait une espèce d'addition d'individualité, de subjectivité qui forme un tout social plus ou moins fonctionnel, mais superbement décrit. Alors la narration en fait se concentre tour à tour sur les personnages du film, du livre, pardon. C'est un lapsus révélateur pour le coup. Il y en a des dizaines. Alors on oscille entre le frustré Beaubourg plein de ressentiments, la quinca en quête d'épanouissement, la star du porno maligne et fragile, le trader hystérique accro à la drogue, enfin la cam. Bon bref, pour revenir au thème, Vernon c'est plutôt il fait en fait le trait d'union. C'est vraiment le personnage qui fait que la bande se crée. Et le personnage est une véritable problématique autour de laquelle se déroulent les réponses, ou plutôt les tentatives de réponse. La bande n'existe qu'à travers lui. Il concentre aussi, bien évidemment, toutes les problématiques de notre époque. C'est un espèce de caméléon attachant qui s'adapte à toutes les situations, à toutes les classes sociales. Et ce qui est intéressant dans cette trilogie, c'est que c'est à travers lui que les autres se voient, se réfléchissent. C'est un espèce de psychologue lunaire, en fait, mais il fait ça sans effort. Et on s'aperçoit que chacun essaye de se redéfinir par rapport à lui, essaye d'échapper à sa propre caricature. Bref, Vernon-Subutex, c'est un véritable pont. Un pont entre l'autobiographie et l'essai politique pour Virginie Despentes. Un pont entre utopie et revendication. Un pont entre optimisme et pessimisme, un pont entre ombre et lumière. Bref, il concentre toutes les contradictions de notre époque et c'est juste un régal à lire. On ne lâche pas du début à la fin. On connaissait le binge-watching. Là, c'est du binge-reading. Je pense que j'ai lu les 3 tomes en 10 jours. Et en parlant de binge-watching, la trilogie va être adaptée par Canal+, avec comme rôle principal, donc dans le rôle de Vernon-Subutex, Romain Duris. Bon. Je suis mitigée, moi, sur ce choix, si je peux me permettre. Mais bon, on verra, on en reparlera peut-être. Très bien. Certainement avec Xavier. Oui, qui va pas aimer, qui va détester, bien évidemment. Romain Duris, je suis pas très fan. C'est pour ça. Inès, avec vous, on repart à la fac. C'est ça, en fait, pour moi, forcément, qui dit groupe, qui dit community. Donc une série que je cite immanquablement au quotidien depuis 2009, je m'en excuse, tant elle est truffée de trouvailles comiques, de pépites narratives et de références pop culture. Alors, cette série américaine est centrée autour d'un groupe d'étudiants qui évolue au sein du Greendale Community College. Et c'est typiquement la bande qui ne marche pas sur le papier, tant au départ elle n'est uniquement réunie que par le sort. Par exemple, vous avez Jeff Winger, un avocat exclu du barreau après que l'on ait découvert que son diplôme avait été délivré par l'université de Columbie et non par celle de Columbia. Donc moi, personnellement, je le regardais parce que c'est déjà la preuve que c'est un excellent avocat. D'ensuite, je suis donc Harvey Specter. Et puis il y a aussi Troy Barnes, coqueluche de son lycée, quarterback, qui sous la pression, scruté par les recruteurs, va finalement faire semblant de se blesser. Il perdra sa bourse d'études. Mais il faut dire qu'en fait, il avait mieux à faire, comme par exemple créer avec Abed le duo télévisuel culte. Alors Abed Nadir, c'est un personnage poétique, c'est le maître du méta-humour. Il est aussi déconnecté du monde qu'il est finalement conscient de jouer dans une sitcom. Du coup, ce n'est pas lui qui aurait renié ce qui est arrivé à la série, parce que figurez-vous qu'il y a une histoire dans l'histoire. Alors, la moitié de ce tandem, donc l'acteur qui interprète Troy et qui s'appelle en vrai Donald Glover, est tellement brillant qu'il va le faire sien, le personnage.
Et c'est Dan Harmon, d'ailleurs, le créateur de la série, qui le raconte. Il a évidemment à sa disposition toute une team d'auteurs qui sortent de Harvard, du vrai Harvard cette fois, et qui débattent pendant des heures de la mécanique, des blagues, du rythme, de la chute de telles séquences. Seulement, devant le talent d'improvisation de Donald Glover, ils ont dû se résoudre à marquer sur les scripts. Et là, Donald dit quelque chose de drôle. Alors forcément, lorsque l'acteur décide à la 5e saison de quitter la série, il en signe l'arrêt, même s'il y en a eu une 6e. Toujours pas de film. Mais alors, pourquoi est-il parti ? Qu'est-il devenu ? Sommes-nous restés coincés dans la Darkest Timeline ? La suite dans mon coup de cœur de l'été, où il ne sera plus question cette fois de Troy Barnes ou même de Donald Glover, mais de Childish Gambino. Et je vous ai volé 10 secondes sur ma présentation, vous n'avez rien vu. Que vous dites? Parce que je sais tout à l'oreille. Alors, ça c'était le bonus, mais moi j'ai le bonus du bonus. C'est Didier, aujourd'hui, et Didier, oui, ça y est, votre formation Photoshop a enfin été acceptée par la direction. Dernière saison, autant finir sur un feu d'artifice plutôt qu'un paix foireux. Donc, Et poétique, en belle plus de ça. oui, c'est une très belle image pour nous, qui nous correspond. Donc, j'ai voulu prendre notre bande qui n'est pas qu'une bande sur le plateau, on est une bande aussi en dehors, sachez-le. Je ne connais pas. On fait ça. Ouais, ça marchait quand même. Donc, j'ai voulu mettre tout le monde sur des personnages d'Avengers Infinity qui nous correspondent pas mal. Pour certains. Ce qui veut dire que eux, avant, ils ne se connaissaient pas, puis ils se sont réunis pour sauver le monde. Alors, qui a fait ça pour sauver le monde ? On va apparaître la première photo, s'il vous plaît. Allez, En on régie. découvre. Évidemment, Il va être content. l'immense, le grand Tony Stark, et donc le Tony Stark Noustral, Philippe Martinet, sans qui cette émission, cette bande n'existerait pas. Avec faux. qui nous a tout donné dans les mains, et c'est à nous de pouvoir sauver le monde. C'est lui qui fait les Avengers. Mais c'est lui, mais tout à fait. C'est lui qui nous habille, qui nous... seconde photo. Caroline. Pourquoi Captain Marvel ? Parce que dans Avenger, Captain Marvel, c'est le personnage dans le prochain qu'on n'attend pas, qui va peut-être sauver le monde. Oui, peut-être. Hein. Monsieur Philippe Noustral Stark n'étant plus là, qui a pris la suite ? Caroline. Voilà, Tout coule de sens. Oui. Ensuite, s'il vous plaît. Mantis, Marie-Jo. Qui est Marie-Jo ? C'est la coordinatrice de l'émission. C'est la personne qui, sans qu'on s'en rende compte, contrôle les esprits, convoque un peu tout le monde. Toi, tu fais ci, tu fais ça. J'ai le badge pour le café, donc tu bois un café. Donc, c'est elle qui le contrôle. Et Mantis, elle est dans la bande de Gardiens de la Galaxie et c'est elle qui contrôle un peu les pensées. Tout est calculé. Personnage suivant, s'il vous plaît. Xavier. Xavier. Pourquoi ? Vous êtes beau, là. Ah ouais, il est super canon. Et c'est bien, parce qu'il fallait parfois le montrer sur d'autres... Pourquoi j'ai choisi Thor ? Parce qu'il est quand même parfois un petit peu incisif, parfois un petit peu, comment dire, de mauvaise foi. Oui, bon, bien. Un peu rigolo, mais ça c'est en off, là on ne l'a pas sur l'émission, ça c'est dommage. Et je trouve qu'avec son petit côté un peu nordique, il était parfait. Et en Hulk, je pense qu'il n'aurait pas fait le poids. Donc là, en dieu nordique, je trouve qu'il est parfait. Et puis il est vraiment beau gosse là. Là, il est parfait. Merci. On va voir la prochaine personne, s'il vous plaît. Doctor Strange. Donc, Doctor Strange, c'est Marcel. Pourquoi ? Il n'y a qu'un magicien pour nous intéresser au BD depuis plus de 2 ans. Et je trouve qu'en plus, avec cette petite coupe, il est assez vintage et rétro. On change de suite de personnage. Inès. C'est la personne. Là, je pense que c'est... Mais qui vous avez déjà vu au même endroit au Je même moment. pense que le personnage d'Avenger a été copié sur Inès. Ah oui. Magicienne qui d'abord est timide, qui après se révèle et qui ensuite explose le monde. Tout simplement. C'est ça. Ensuite, on fait vite. Moi avec Scarlett Johansson, parce que c'est bébé, parce que On je l'aime avait d'amour. dit pas de Oui, mais je photo l'aime perso. d'amour et de pizza, elle mérite d'être là. Tout simplement. C'était la première d'Avenger. Ensuite, encore moi, en Spider-Man. Pourquoi ? Parce que c'est celui, il ne sait pas pourquoi il est là. Il se retrouve en plein milieu d'Avenger. Il fait que parler, il est content, mais il aide les potes. Il est là pour les potes. Et c'est Tony Stark qui l'envoie. Philippe Martinet. Donc, Marie-Ange en Gamora. Pourquoi ? Parce que c'est la fille la plus badass de l'espace. C'est la fille la plus badass de l'émission. En off aussi. Surtout en off. On finit vite, c'est encore la place. La dernière, allez. Paul Tour qui est en Captain America, Captain Corsica, qui défend les valeurs et la culture de notre belle île. Philippe Ferrer,
qui est le patron de la musique vintage, donc c'est parfait pour Star-Lord. Bien sûr. Audrey Tordé, magicienne des temps nouveaux aussi. Et la plus belle, Paul Chan, en Thanos. Pourquoi cette photo? C'était pour me moquer de lui. Tout simplement. Voilà. Et on me dit plein de choses à l'oreillette. J'imagine, oui. Alors les amis, il nous reste quelques minutes. Au lieu de vous dire, de vous demander ce que vous pensez sur les bandes, parce qu'on adore les bandes, voilà, tout simplement, je préfère vous entendre sur vos coups de cœur de l'été. Et on commence avec vous, Marie-Jo. Oui, alors ça va être difficile après Didier, quand même, parce que je suis un petit peu sérieuse. Je vais mettre un coup de cœur, alors. On ira tous ensemble et tous en bande à Corté pour l'exposition du FRAC. Alors déjà quelques jours pour l'exposition en cours qui s'appelle Notre vie est un voyage. Jusqu'au 25 juin, on peut encore aller la voir et ce sont des œuvres du FRAC qui sont exposées. Mais ensuite, La condition humaine qui sera un projet en 2 temps. Et justement, le premier rendez-vous, c'est donc mi-juillet. Donc on ira tous ensemble pour voir l'œuvre de Leonardo Boscani, qui est un artiste qui vit et qui travaille à Sassari et qui est très très actif sur le plan culturel, social, qui a fait des espèces d'initiatives d'actions spectaculaires qui ont réuni beaucoup de monde. Donc je vous engage aussi à aller voir sur Internet ce qu'il peut faire. Il travaille beaucoup sur les problématiques contemporaines qui sont liées au territoire et sur les répercussions humaines à l'échelle planétaire. Rien que ça. Et ces modes d'expression, photos, vidéos, dessins, sculptures. Et on y va tous. Voilà. Marcel, en une phrase. Le Cahier bleu réédition, pourquoi? Parce que c'est le classique Triangle amoureux qui est complètement revisité d'une façon terriblement efficace, parce que Julliard est un dessinateur les plus talentueux de sa génération, parce que cet album a eu le prix du meilleur album lors de sa sortie à Angoulême et qu'il est bourré de qualité graphique absolument exceptionnelle. Merci Marcel. Inès, en 2. Vraiment parce que c'est vous. Alors, merci. Parce que en plus, j'ai eu la très originale idée de décrypter le clip This is America. Attention, ça n'a jamais été fait. Donc allons-y, à 1 minute 32 secondes exactement. Si vous repassez la séquence à l'envers et que vous tapez 666 sur votre portable, vous pourrez lire sur l'un des billets, stop, dire tout et surtout n'importe quoi sur les symboles et les références de ce clip. Parce que si vous voulez vraiment respecter le message, comme beaucoup d'articles cliniques nous y enjoignent, rien de plus simple, déjà, commencez par vous faire votre propre avis. Xavier. Bon, moi, je triche un peu. Le film s'appelle Lieto de Kirill Serebrennikov. Il sortira pas cet été. La traduction, c'est l'été. C'est un film bande de musiciens sur Viktor Tsoi, qui est un musicien russe qu'on ne connaît pas, nous, chez nous, dans les années 80. C'est sur la naissance de la culture rock underground à Leningrad. Et rien que pour faire un pied de nez à Poutine, il faudra aller voir ce film. Et Marie-Ange. Album Génération éperdue, hommage à Yves Simon. Alors pour une fois, pas d'enfants hurlants et inaudibles, mais la crème de la scène française, Soko, Flavien Berger, Radio Elvis, Christine and the Queen, et plus particulièrement mon coup de cœur, le titre Les héros de Barbès, porté par le trio Junior et avec une Juliette Armanet dans le clip impeccable. Et une fois n'est pas coutume, je vous donne le mien. C'est Tom Wolfe qui nous a quittés il y a quelques semaines. Je vous conseille de relire les chroniques du père du nouveau journalisme. C'est à la fois précis littéraire, c'est tout ce dont on a envie et besoin pour comprendre et aimer une certaine époque et une certaine Amérique. Ça s'appelle Où est votre stylo? Aux éditions Robert Laffont, un super bon compagnon pour passer l'été. Et comme nous ne voulions pas vous quitter sans vous faire un cadeau spécial, on vous a concocté une petite vidéo des passages les plus professionnels et les plus rigoureux de pendant le 20h. Enjoy. Bonsoir et bienvenue pour votre nouveau rendez-vous sur France 3 Corse via Stella pendant le 20h. Second film pour savoir en fait comment rater votre Noël. Ayez un Gremlins dans un coin de votre chambre, évidemment. C'est Et très monitoire aussi. Rappelez-vous la dernière phrase que dit le Chinois à la fin. Marche, tout à fait. Ce fameux Chinois qui a le Gremlins. Ah oui, c'est lui qui a fait le Gremlins. C'est un... Gremlins. De Joe Dante, c'est le choix donc de Marcel. Après, on peut faire des portraits de tout le monde. On peut faire un portrait de vous au cinéma, de Marie-Ange, de Marcel. Le tout, c'est de ne pas tomber. Alors peut-être dans la facilité, le pathos. Pas tout de suite, en tout cas. Pourquoi pas? Non, laissez-moi grandir. Marie-Jo, vous avez choisi de nous présenter un catalogue d'expositions, moi, autoportrait du XXe siècle. Alors, l'autoportrait, on va dire quoi, sous-genre ou vrai exercice de style? Vrai incontournable. Oui, vrai exercice aussi, oui, tout à fait incontournable. Bon, je note par contre que Xavier a proposé des films sur tout le monde sauf sur moi, je suis extrêmement vexée. Mais c'est pas grave. Et Marie-Jo aussi. J'attendais la chronique, Marie. Après, on verra Céline et Dante. Inès.
Oui. Inès, Le Sceau de l'Ange, un chaleureux conte de Noël de zombies et d'épouvante de Christopher Moore. Aux éditions Laissez-moi, Calman. allez-y. Voilà. Oui, donc j'avais d'abord pensé vous parler de l'ouvrage Angoisse et statistiques de Noël quand les fêtes ne font pas de cadeaux, mais comme vous avez été plutôt sage, j'ai décidé de vous épargner et de plutôt opter pour des festivités seulement agrémentées de zombies, de chauves-souris. Ça va être difficile. Je reprends. Oui, vous étiez là? continuez. D'accord. Je suis là. Oui, donc, alors c'est moi qui n'y suis plus. Oui, donc on a un Père Noël qui va se faire dégommer juste avant le jour J. C'est sous les yeux d'un enfant de 8 ans. Alors évidemment, vous l'imaginez, c'est le drame. Le petit Josh comprend tout de suite que sans Père Noël, pas de cadeau. Heureusement, l'ange Gabriel, qui passait dans le coin, va voler au secours du bambin. Non, on en a la moitié, je sais même pas ce que je dis. Non, du coup, c'est le drame. Qu'est-ce qui se passe sur le... On fait comme si on n'était pas taillés. Voilà, oui, je vais faire ça. Vas-y, moi je suis intéressé par le saut de l'ange. Même pas, c'est ça. Si, Oui. bah si. Quand même. Non, lisez-le. Prendre sa plume ou son crayon, d'accord, mais pourquoi faire? Bâti. Pour dessiner. Pour dessiner? Dessiner quoi? Moi, je dessine beaucoup de choses, mais pas que des dessins contre les religions. Ou... On a bien compris. Agathe, prendre sa plume. Pour se masturber. Très bien, c'est un choix. Votre définition... Parole de plantule, peut-être. Le Washington Post, justement, a essayé de décrire tout ça en l'adaptant, par exemple, à la polémique du Moyen-Orient qu'on a en ce moment. Oui. Et en fait, a donné une famille, une gouvernance, à des pays actuels. Par exemple, les Lannister, c'est pour eux l'Arabie Saoudite, c'est la maison la plus riche, la plus puissante. Ce sont les faiseurs de rois. Après, vous avez, je suis obligé de lire parce que retenir c'est impossible, la maison Stark, les loups, gentils, Jon Snow. Vous savez qu'on n'a pas 52 minutes, Didier, c'est bientôt la fin. Donc... Vous m'avez menti, c'est pas la version longue. Non. Donc voilà. C'était parfait, merci beaucoup. Marianne, je vous dirai une autre fois pourquoi vous n'aimez pas Game of Thrones. Parce que je ne l'ai pas vu. Arnold Schwarzenegger a commencé par des nanars. Avec Conan le Barbare. Alors Conan le Barbare n'est absolument pas un nanar. Absolument pas, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, donc non, ce n'est pas un nanar. Mais encore une fois, c'est subjectif. Conan. À limite, The Barbarian. The Barbarian, c'est un nanar. Oui, ça, c'est un nanar. Mais Arnold ne joue pas dans la Barbarian. Paul. On va aller travailler l'addiction espagnole maintenant. Exactement. La fraude. Voilà, je vous prends de 5 à 6. Ça marche. Voilà, pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ça continue sur Internet, en replay. Pardonnez-moi, merci de nous avoir... C'est moche. Donc voilà, vous avez bien compris que je ne savais pas dire au revoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas dire au revoir, je vais dire merci. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Merci d'abord à Philippe Martinetti pour sa confiance ou son inconscience, je ne sais pas trop. Encore, c'est lui qui nous a réunis et qui nous a transmis un super beau bébé, un mug et une oreillette, et tout s'est passé presque sans accroc. Merci également à la direction de Viastel qui a permis cette transition. Merci aussi à l'ensemble des services et des équipes techniques que vous ne voyez pas. Leur professionnalisme et leur patience nous permettent d'être là tous les jours dans la lumière. Et dans la lumière, c'est vous, les amis. Marie-Jo, alors plus en coulisses d'ailleurs, qui fait que tout se passe bien sur le plateau et ailleurs. Les esprits critiques. Voilà, tout le monde n'est pas là, mais quand même, vous avez défendu vos choix avec beaucoup de détermination et autant de mauvaise foi. Et ça, c'est très très fort. Enfin, merci à vous pour votre fidélité et votre bienveillance. On a essayé de vous faire découvrir plein de choses, de plein de cultures, parce que c'était ça le but. Pendant le 20h, c'est fini. Ça continuera encore quelques semaines en replay, mais bon, voilà. Mais sinon, c'est fini. On se retrouve très bientôt à la rentrée pour de nouvelles aventures, toujours sur France 3 Corse via Astel. Passez un très bel été et on vous embrasse. Merci beaucoup.